Partout où les besoins se font sentir, ils sont là. Dans les villages reculés, les camps de déplacés, sur les routes de l'espoir. Ce sont les humanitaires, des femmes et des hommes engagés qui tendent la main. La parole aux humanitaires. L'émission qui met en lumière ceux et celles qui agissent chaque jour pour la vie, la dignité et la solidarité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Parole aux humanitaires, votre émission sur la radio Humanité et Développement, HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Chaque semaine, nous donnons la parole aux acteurs humanitaires, à ceux qui travaillent au plus près des communautés, souvent dans des contextes difficiles, mais toujours avec un objectif commun, protéger, accompagner et redonner espoir. Aujourd'hui, nous recevons un acteur engagé sur les questions des réfugiés, de personnes déplacées, d'éducation en situation d'urgence et de protection à base communautaire. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Bakary Togola, chef du projet Emilia, spécialiste des réfugiés, de l'éducation et de la protection à base communautaire, comme on l'a dit. M. Togola, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Le plaisir est partagé. Merci énormément. Alors, ceci étant, M. Togola, nous allons commencer. Pour commencer, M. Togola, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, expliquer votre rôle en tant que chef de projet Emilia? Merci pour la parole donnée. Moi, je me nomme Bakary Togola, je suis le chef de projet Emilia. Emilia veut dire le projet d'assistance multisectorielle aux réfugiés et demandeurs d'asile à Bamako et Faragouara, et de l'ONG Amsol. D'abord, le projet intervient dans deux zones, Bamako et Faragouara dans la région de Ségasso. Maintenant, avant de parler de mon rôle au sein de ce projet, je voudrais d'abord clarifier un point. Les gens font souvent la nuance entre réfugiés et déplacés internes. Maintenant, réfugié, toute personne se trouvant hors de son pays d'origine a une crainte fondée de persécution en raison de sa race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique, et qui ne peut et ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Maintenant, en dehors du réfugié, les déplacés internes, c'est quelqu'un qui a fui également son emplacement d'origine à cause des conflits, mais qui se trouve dans le même pays. Voilà. Merci beaucoup, M. Togola, pour cette précision. Ça aide énormément les auditeurs à pouvoir faire la différence et à comprendre. Maintenant, en parlant de mon rôle au sein du projet Emilia, mon rôle consiste à planifier, à coordonner et à suivre les activités du projet. Comme on l'a dit tantôt, c'est un projet multisectoriel. Nous évoluons dans le domaine de l'éducation, de la santé, la protection en base communautaire, l'autonomisation, la mobilisation communautaire, l'assistance juridique et l'art patrimoine. Merci beaucoup, M. Togola, pour ces précisions. Cela nous permet de mieux comprendre votre champ d'action et votre engagement sur le terrain. Alors, M. Togola, comment décrirez-vous aujourd'hui la situation des réfugiés au Mali, vous qui intervenez véritablement sur ce sujet? De façon générale, la situation des réfugiés au Mali est d'autant plus préoccupante et très fragile, que ce soit pour les réfugiés, que ce soit pour les déplacés internes, à cause de la montée des actes d'agression et des conflits. Nous assistons ces derniers temps à un afflux de réfugiés, notamment les Burkinabés. Et pour parler un peu des chiffres, à la date du 30 septembre 2025, selon les HR, le Mali compte 250 000 réfugiés, dont 166 000 déjà enregistrés et 85 000 en attente d'enregistrement. Donc la population prise en charge par le projet dont on est en train de parler aujourd'hui est à peu près 3 196 individus. C'est un nombre déjà considérable. Voilà. Maintenant ça c'est au niveau de Bamako, et à Faragouara nous avons à peu près 35 ménages composés de 226 individus dont le projet s'occupe également. Alors, M. Togola, c'est très intéressant tout ce qu'on apprend avec vous. Alors, selon votre expérience, quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents de ces populations, notamment en matière de protection et d'accès aux services essentiels? Les besoins les plus urgents en termes de protection restent toujours l'enregistrement. Comme je l'ai dit, les chiffres sont assez parlants. Maintenant, il y a à peu près 85 000 personnes qui sont en attente d'enregistrement.
Et au-delà de ça, parce que l'enregistrement est la première chose la plus importante pour un réfugié, ça lui permet d'avoir un statut. Donc quand le réfugié a le statut, ça lui permet aussi de bénéficier d'autres assistances. Maintenant, la première chose, ça c'est avoir un statut, donc c'est l'enregistrement. Au-delà de ça, nous faisons également des sensibilisations sur les violences basées sur le genre avec ces réfugiés pour pouvoir les aider à intégrer la société. Également, nous faisons des sensibilisations sur la protection de façon générale et la protection de l'enfant de façon spécifique, sur tous les droits des enfants et voilà, tout. Non, 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 c'est très intéressant véritablement. Et on comprend que dans ce que vous dites, que le besoin le plus urgent, c'est véritablement l'enregistrement. Mais au-delà de l'enregistrement, est-ce qu'il y a d'autres besoins spécifiques par rapport à ces Les réfugiés? autres besoins spécifiques restent, ça se concerne les services essentiels, ça c'est la santé, l'éducation et l'autonomisation. Vu les difficultés pour mobiliser les ressources à l'externe, nous devons aussi vraiment agir dans un contexte de localisation en développant des mécanismes de mobilisation des ressources à l'interne pour ensuite investir dans des actions pouvant rendre autonomes les réfugiés à l'avenir. Très important. Alors, vous venez d'évoquer l'éducation tout de suite. Et l'éducation est souvent l'un des premiers secteurs affectés en situation de crise. Donc, selon vous, quels sont les principaux obstacles à la scolarisation des enfants réfugiés? Maintenant, les principaux obstacles demeurent les moyens financiers pour soutenir les parents à assurer l'éducation des enfants. Et dans leur déplacement, quand les personnes se déplacent, la plupart du temps, se déplacent avec sans rien. Donc, ils ont toujours besoin de moyens financiers pour pouvoir acheter des fournitures scolaires pour les enfants, acheter de la nourriture et avoir un environnement sécurisé pour les enfants. Parfois, là où ces gens se trouvent, il y a les problèmes de distance entre leur localisation et les établissements scolaires se posent. Donc, du coup, c'est toujours le problème de moyens financiers là qui intervient, qui revient et qu'il faut vraiment gérer. Alors, à votre niveau, au niveau du projet Emilia, comment est-ce que vous faites pour aider ces réfugiés-là par rapport à l'aspect éducation? Comment est-ce que vous faites? Nous assistons chaque année, nous, à travers, avec l'aide de notre partenaire HR, nous les assistons en termes en cash pour pouvoir avoir un trousseau pour démarrer les années scolaires. Donc chaque année, nous assistons cette année, l'année dernière, en 2025, nous avons assisté à peu près une 235 enfants. Et cette année également, nous comptons assister à peu près de 400 enfants pour pouvoir leur permettre vraiment d'aller à l'école avec le peu que nous avons. Alors, excellent, ça aide véritablement ces enfants. Vous avez aussi un programme, je me dis, DAFI. Ce programme aussi aide les réfugiés. Oui, le programme DAFI aussi est un programme qui aide les réfugiés qui se trouvent au niveau tertiaire, c'est-à-dire les universitaires. Et ça, c'est une bourse d'excellence qui est adressée aux réfugiés qui, voilà, prétendent à faire des études universitaires. Donc, le programme DAFI prend en compte les frais d'inscription, les frais d'uniforme, en même temps des bourses pour pouvoir permettre à ces étudiants-là de poursuivre leur cursus dans un environnement vraiment de stabilité financière. C'est très intéressant, Monsieur Togola. On apprend beaucoup. Alors, comment est-ce que concrètement les communautés et les organisations peuvent mieux s'organiser pour soutenir l'éducation de ces enfants malgré les difficultés? Bon, malgré les difficultés en situation de déplacement, la communauté locale peut mettre plusieurs mécanismes pour favoriser l'éducation de ses enfants, soit en créant des écoles communautaires temporaires, ou à organiser des classes informelles, ou aménager des espaces adaptés aux enfants, favorisant un environnement sûr et stable. Maintenant, la mobilisation, souvent à travers la mobilisation des ressources humaines également, locales, ça peut leur permettre d'avoir un soutien à ces élèves-là pour pouvoir au moins poursuivre leur cursus Leur scolaire. cursus, oui. Voilà.
Non, non, c'est très important. Alors, Monsieur Togola, nous venons maintenant à la partie protection à base communautaire et vous travaillez énormément sur ces questions-là. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs c'est quoi la protection à base communautaire et pourquoi elle est si importante dans le contexte humanitaire? Si on doit parler de la protection à base communautaire, la protection à base communautaire est une approche de l'action humanitaire et de la protection des personnes vulnérables, notamment les réfugiés et les déplacés internes, aussi la population haute, qui place la communauté elle-même au centre de l'identification des risques, des besoins et des solutions durables. Maintenant, en termes simples, la protection à base communautaire consiste à renforcer la capacité des communautés pour qu'elles se protègent, puissent se protéger elles-mêmes, défendre leurs droits et réduire les risques auxquels elles sont exposées, avec l'appui d'acteurs extérieurs tels que les ONG, l'État et les agences de l'ONU. Alors, Dans le contexte malien, Mhm. la protection à base communautaire est très importante en raison du contexte sécuritaire que nous vivons et le contexte sécuritaire, social et institutionnel du pays. Au Mali, la protection à base communautaire est essentielle parce qu'elle fonctionne elle-même dans les zones très difficiles, s'appuie sur des acteurs locaux légitimes, répond aux risques réels vécus par les communautés, renforce la résilience et la cohésion sociale de ces communautés-là. Merci beaucoup, Monsieur Togola. C'est véritablement très intéressant. Alors, Monsieur Togola, quels sont actuellement les mécanismes communautaires mis en place pour protéger les enfants, les femmes et les autres personnes vulnérables? Et nous, à notre niveau, nous avons des mécanismes qui existent tels que les comités de protection que nous avons mis en place. Et dans ces comités de protection, qui englobent deux comités, le comité VPG et les personnes de confiance. Maintenant, ces personnes de confiance viennent de la communauté réfugiée elle-même, et qui sont au niveau de la communauté. Et la fêtière, c'est un peu le comité de protection, le comité VPG, dont les personnes de confiance sont appelés à faire recenser les cas de VPG au sein de leur communauté et à nous référer les cas et que nous aussi nous sommes appelés à référer les cas vers les structures de prise en charge. Maintenant, au-delà de ça également, cette année, nous envisageons également de mettre en place des comités de protection de l'enfance contre les violences, exploitations et abus et négligences faites aux enfants. Donc, ces comités-là vont permettre vraiment de recenser les risques de violence, de viol qui seront faits aux enfants et nous référer ces cas-là pour qu'on puisse procéder aux prises en charge de ces cas référés. Merci pour ces exemples-là qui sont vraiment concrets et qui montrent comment les communautés ne sont pas seulement bénéficiaires, mais qu'elles sont actrices de leur propre développement. Monsieur Togola, le travail que vous faites ne se fait pas sans difficulté. Sûrement que vous rencontrez énormément d'aléas. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre travail humanitaire et comment tentez-vous d'y faire face au quotidien? Merci pour cette question. Les principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, ça, c'est d'abord avec l'arrêt récent et brutal du financement américain qui est venu s'ajouter aux précédentes crises et aussi la crise du carburant ont fortement contribué à la dégradation des conditions de vie des citoyens maliens, additionné à une réalité des ressources pour faire face aux besoins humanitaires grandissants des réfugiés. À l'instar des populations locales, les réfugiés sont doublement impactés par ces différentes crises à répétition. Maintenant, les défis restent toujours la mobilisation des ressources, aussi à insérer les réfugiés dans les dispositifs nationaux de protection tels que le programme national de lutte contre le paludisme, les programmes VIH, les programmes diabète et les programmes de dépistage du col de l'utérus pour assurer une assistance adéquate en matière de santé qui pourra vraiment venir aider ce que les partenaires contribuent déjà pour les Pour ces réfugiés, communautés. pour cette communauté, disons. Merci énormément, Monsieur Togola. Alors, avant de terminer cette émission, quel message souhaitez-vous adresser aux communautés, aux décideurs et aux jeunes qui véritablement souhaitent s'engager dans l'humanitaire, mais aussi en rapport à la situation très sensible des communautés réfugiées? Merci pour la question. D'abord, je lance un appel aux communautés. Aux communautés, nous leur disons
Nous leur demandons d'être résilients face au nouveau contexte et face à la crise que traverse le monde humanitaire. Aussi de préconiser les solutions durables que nous venons de citer ci-dessus, telles que l'inclusion dans les programmes nationaux de protection. Aux décideurs, nous en appelons à un assouplissement des restrictions administratives à l'endroit des ONG et à instaurer un cadre d'échange permanent avec les ONG pour aplanir les difficultés au grand bonheur de nos populations réfugiées affectées par les différentes crises et difficultés de l'ère. Et aux jeunes qui veulent s'engager dans l'humanitaire, je leur dis ceci: être humanitaire aujourd'hui demande une certaine qualité et beaucoup de persévérance, et surtout dans un contexte de rareté des ressources. Donc, je leur demande aussi de cultiver en eux les principes humanitaires, à savoir l'humanisme, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance opérationnelle avant d'embraser le métier d'humanitaire. Merci. Merci beaucoup, M. Togola, pour ces échanges riches, humains et très instructifs sur les réalités des réfugiés et sur l'importance de la protection et de l'éducation à base communautaire. Merci véritablement. Merci, le plaisir est partagé. Véritablement, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité à la radio Humanité et Développement, HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. C'était votre émission Paroles aux humanitaires, une émission présentée par Yehia Bouré et dont la mise en onde est assurée par Josier Terra. Restez à l'écoute sur la 96.0 FM et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt et prenez bien soin de vous. Partout où les besoins se font sentir, ils sont là. Dans les villages reculés, les camps de déplacés, sur les routes de l'espoir. Ce sont les humanitaires, des femmes et des hommes engagés qui tendent la main. La parole aux humanitaires. L'émission qui met en lumière ceux et celles qui agissent chaque jour pour la vie, la dignité et la solidarité.